dernière fois que je t'ai vu, on a fait les bras ensemble. Stéphane de NFC. Ça fait très, très longtemps, oui. Il y a Et peut-être ça 3 ans maintenant, hein. fait ça, Ça fait 3 ans. Oui, 3 ans. 3 Un ans. peu plus même. Mais ce jour-là, j'ai fait ta connaissance à travers NFC. Au début, je faisais la musculation comme complément avec le foot en fait. Ok. Un peu de renforcement musculaire pendant 4 ans. Ok. Il y a 3 ans d'entraînement, donc 2 ans d'entraînement en mode compétition. Ok. Voilà. Donc, c'est l'élève de Hassan. Je suis le seul qui l'appelle Hassan, bien sûr. Et ça, Exactement. NFC qui est en train d'exploser en ce moment. Ça me fait plaisir de le voir en train de faire les choses qu'il voulait toujours faire. Et je savais, du moment où je t'avais rencontré, je savais que je allais vraiment, vraiment réussir. Donc, comment que tu as commencé la musculation? C'est une longue histoire. Je vais essayer de faire ça bref. J'ai commencé la musculation à l'âge de 15 ans. Je suis né dans une famille de sportifs où on a toujours fait du sport. J'ai été élevé avec les valeurs du sport et je commence la musculation à 15 ans parce que j'ai besoin de me renforcer pour un autre sport, pour la boxe. Donc, je faisais de la boxe à l'époque, je faisais du judo, je faisais de l'athlétisme, je faisais du football, je faisais du street workout. Je faisais énormément de sport en même temps. Donc, je commence la musculation et le temps passe. 2 ans après, je vais dans une petite salle à Cachan, pas très loin de chez moi. Ça s'appelait Éric Gémeux. Et ce jour-là, je tombe complètement amoureux du bodybuilding. Complètement. Je parle souvent de référence, c'est Serge Nubret. Ce que je vois à ce jour-là, en fait, c'est un poster de Serge Nubret dans la salle. Et je ne connaissais pas le bodybuilding à l'époque, je n'étais pas sur les réseaux, je ne savais pas ce que c'était. J'étais un gamin, quoi. J'avais 16 ans et demi. Donc, je vois la photo, sans même comprendre ce que je regarde, je suis impressionné. En fait, ce qui m'a touché, c'est d'abord les proportions, la beauté qui se dégageait de ce physique. C'était incroyable. Et je demande au responsable de la salle, bah, comment ça se fait qu'il est comme ça et qu'est-ce qu'il fait, qui est-il? Et il me donne un livre que j'ai encore chez moi qui recense l'histoire de Serge Lubret. Et c'est comme ça que je tombe à fond dans la marmite de la musculation et du bodybuilding. Ce qui est incroyable, c'est ton physique reflète, en quelque sorte, si ça se dit en français, le physique de Serge Lubret. Et tu as quel âge maintenant? Ah, maintenant, j'ai 24 ans maintenant. 24 ans, donc ça fait 9 ans, c'est ça? Mm. Non, 16 ans, ouais, presque 8 ans, 9 ans, 8 ans, 9 ans. Et ce que j'ai remarqué lorsque je t'ai entraîné pour la vidéo, c'était ta dédication pour ce que tu voulais faire, mais j'avais aussi vu quelque chose qui m'a vraiment, vraiment marqué. Et c'était ta façon d'approcher tout ce que tu voulais faire. La musculation, certes, c'était quelque chose d'important pour toi, mais aussi tu avais l'autre côté et tu voulais avoir une carrière dans la vie. Bien sûr. Et je trouvais ça incroyable pour quelqu'un à ton âge, l'attention que tu commençais à recevoir. Tu pouvais partir, rentrer dedans et oublier le côté qu'est-ce que je vais faire lorsque la musculation va s'arrêter. Et tu avais arrêté la musculation ou des compétitions pendant un bon bout de temps et tu voulais focaliser sur autre chose. Dis-nous c'est quoi et pourquoi.
Ah oui, c'est vrai, parce qu'à l'époque, je me posais déjà la question de savoir ce que je voulais faire, de savoir si j'allais continuer dans le bodybuilding parce que ça devenait, entre guillemets, un peu sérieux. Mais le bodybuilding, j'ai jamais voulu que ça devienne mon métier. C'est avant tout une passion parce que je pars du principe qu'un métier a des contraintes. Si j'étais sous contrat et qu'on m'obligeait à faire des compétitions, je ne prendrais aucun plaisir à le faire. Donc, je le fais aujourd'hui avec beaucoup d'entrain, beaucoup d'assets parce que c'est avant tout un plaisir. Et je voulais à l'époque me concentrer sur mes études parce que je voulais devenir consultant, ce que je suis aujourd'hui. Donc voilà, je touche au but. Je m'étais fait un planning à l'époque pour savoir où je voulais aller. Et je me suis rendu compte que l'entraînement, la compétition me prenait énormément de temps et que je ne pouvais pas gérer les deux en même temps. Donc, j'ai mis ça de côté pendant 2 ans et je me suis concentré sur ma construction de ma carrière professionnelle qui a bien commencé aujourd'hui. Et voilà, donc maintenant, je peux me permettre de revenir dans le bodybuilding. Et en cours de parcours, il y a d'autres projets qui ont vu le jour. Donc, en ce moment, voilà, je travaille pour monter une entreprise. Au-delà de la musculation, je fais du business à côté, parfois qui a rien à voir avec la musculation, hein. J'ai investi dans l'immobilier, enfin, plein de sujets comme ça qui ont rien à voir avec la musculation. Et tout ça, ce sont des choses qui m'ont permis justement de centrer mon temps. Hmm. Et le bodybuilding était secondaire dans tout ça. Et Je après, comprends. j'ai décidé de revenir parce que j'avais déjà un rythme que j'avais imposé. Eh ben, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Toi, sérieusement, tu vas réussir dans la vie parce que tu as déjà appris la formule de réussite. Tu vas réussir non seulement sur ce que tu es en train de faire en ce moment, mais aussi sur le bodybuilding. C'est comme si tu as construit la fondation de la maison et tu as tout mis dedans. Certaines personnes commencent avec le haut et tout va s'écrouler sans la fondation. Mais tu l'as parce qu'à la fin de la journée. Et moi, je ne le savais pas, tu sais, parce que c'était Eusen qui me l'avait dit. Tu vois ce qu'il est? Je ne le vois plus. Il m'a dit, eh ben, Jamo, Stéphane a décidé de vraiment mettre un petit frein sur les compétitions et la musculation pour avoir une carrière. Waouh! Sérieux? Il m'a dit, ouais. Je trouvais ça incroyable. Je te félicite d'avoir cette mentalité Merci. parce que pas beaucoup de personnes l'ont. Spécialement avec Instagram, tout le monde croit qu'ils vont devenir des stars du jour au lendemain. Et ils donnent 100% sur ce qu'ils sont en train de faire, ils se cassent la gueule. La plupart. La plupart se cassent la gueule. C'est Après, un je monde pense fou. que c'est vrai qu'avec Instagram, on peut voir des choses, on peut voir des compétitions, voir ci, voir ça. Après, il faut quand même garder à l'esprit que ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est ce qu'on vit au quotidien, c'est ce qu'on fait. Euh, voilà, on peut montrer des choses, on peut dire des choses sur Instagram, mais ça reste Instagram. La réalité est autrement. Donc moi, j'avais déjà compris ça. Mais avant de me lancer sur les réseaux, je me suis posé la question, pourquoi aller sur les réseaux? Je ne suis pas allé sur les réseaux pour qu'on me connaisse et qu'on sache que je suis Stéphane, je fais des compétitions. Ça ne m'apporte rien. Ce n'est pas ça qui paye mon loyer. Ce n'est pas ça qui me fait me réveiller demain en me disant que j'ai un but. Je suis parti sur les réseaux sociaux et avant ça, je me suis posé la question, pourquoi j'ai envie de créer Instagram, créer du contenu, faire des vidéos le week-end, ceci, cela? Pourquoi je me suis posé cette question? Et la réponse était simple. Je voulais partager ma passion avant tout, mais je voulais garder aussi un aspect professionnel. Je pense que ce qu'on perd de vue sur les réseaux sociaux, et c'est ma vision, je ne dis pas que j'ai complètement raison, ce qu'on perd de vue sur les réseaux sociaux, c'est qu'aujourd'hui, l'identité n'est plus simplement physique, c'est-à-dire c'est plus ce qu'on voit dans la vie de tous les jours, elle est davantage virtuelle. Tout ce qu'on laisse sur Internet, tout ce qu'on produit sur Internet contribue à notre identité et c'est tellement difficile d'effacer une phrase qu'on a dite dans une vidéo on a fait, que d'effacer quelque chose qu'on a fait dans la réalité parce que c'est viral. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait sur l'Internet, ça nous poursuit encore et encore et ça peut même dépasser le monde simplement de la musculation. Donc, avant de me lancer sur les réseaux, je me suis posé toutes ces questions-là. Je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que la musculation, c'est simplement dire, voilà, j'ai un gros physique et quand j'arrêterai la musculation, qu'est-ce qui va me rester sur ces réseaux? La question était simple, c'était, je veux partager ma passion, je veux me servir de mes réseaux sociaux à but professionnel avant tout.
Je ne suis pas là pour montrer que je suis le plus musclé ou le plus fort. Ça n'a aucun intérêt à mes yeux. C'est avant tout un but professionnel. Partager autour de l'entrepreneuriat, partager autour des passions qui peuvent inspirer d'autres. Et aussi, ça va me permettre de développer une communauté solide, engagée autour d'un projet qui peut prendre forme demain. Donc, j'avais cette vision-là avant de me lancer sur les réseaux. Et je pense que pour beaucoup, quand ils se lancent sur les réseaux, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire. Ils veulent être connus, mais connus pourquoi? Pourquoi faire? Tu gagnes 100 abonnés aujourd'hui, d'accord, tu as 100 abonnés, mais est-ce que ces 100 abonnés, qu'est-ce qu'ils te rapportent? Parce que si c'est juste pour avoir un commentaire et te dire que voilà, tu es musclé, tu es beau, bon, ça n'a aucun intérêt, selon moi, bien sûr. Comment que tu as rencontré Eusanne NFC? Raconte-nous. Ehsan. Ah, je me souviens très bien. J'étais jeune à l'époque, j'avais 17 ans. Hein. Bah, c'était juste après que je suis rentré dans la salle Eric Gym. En fait, j'avais un ami qui connaissait Ehsan. Il s'appelle Amine. Et moi, à l'époque, je voulais faire enfin, je voulais pas faire de compétition. Je voulais progresser parce que je n'arrivais plus à progresser. Quand j'ai commencé la musculation, j'ai eu une progression comme quasiment tout le monde. euh, Incroyable. J'ai explosé pendant les 3 premières années de pratique quasiment. Et après, je n'arrivais plus à progresser. Je ne comprenais pas d'où ça venait. Et à l'époque, je ne faisais pas de diète, je m'entraînais un peu au feeling. Euh, et donc, je m'interroge sur le fait de prendre un coach. Amine qui me dit, voilà, j'ai quelqu'un qui peut t'aider. Et donc, il me présente Essane. Je rencontre Essane et très aimable, hein, je ne le connaissais pas à l'époque, je vais dans sa boutique du 15e, très aimable, il m'accueille, il me dit, voilà, on peut faire ci, on peut faire ça, je te propose de te suivre sur tant de temps, je te fais une alimentation, ton programme, tu me fais des bilans. Et à chaque fois que je lui faisais des bilans, il m'appelait pour qu'on échange, pour que ce soit plus fluide, pour que je puisse exprimer mes besoins, etc. Et un jour, je lui envoie mes bilans après 4 mois de coaching. 4 mois de coaching où j'apprenais encore à faire mon alimentation, à faire les repas, à acheter des tupperwares, à me balader partout avec. Ah, c'était l'enfer. Et je lui envoie ça et la progression est énorme parce qu'à l'époque, je suivais pas de diète. Moi, je mangeais ce que ma mère faisait, 2, 3 fois par jour, par-ci, par-là, et j'allais m'entraîner. Et là, je me mets à manger 4, 5 fois par jour. C'est éprouvant au début. Tu as du mal à finir tes repas. Mais je m'accroche. Je m'accroche parce que j'ai cette pugnacité que j'ai depuis longtemps. Je fais du sport de combat depuis que j'ai 5 ans. Enfin, voilà, je suis né sportif et je ne voulais pas lâcher. Au bout de 4, 5 mois, je lui envoie ça. Il me dit, tu as un potentiel incroyable. Il me parle de compétition de bodybuilding. Et je me souviens très bien, à l'époque, je lui dis à ma copine de l'époque, je lui dis, non, je ne peux pas faire de bodybuilding parce que ça va déformer mon corps. Et malgré tout, je vais voir Essane. Et au même moment où il me parle de compétition, c'est là où je découvre Serge Nubret. Voilà, la synchronisation était folle. Donc, j'envoie un message à Essane. Je lui dis, je suis chaud pour faire une compétition. Qu'est-ce qu'on fait? Il me dit qu'on fait Musclemania pour voir d'abord si c'est quelque chose qui m'intéresse, si ça peut me plaire. Donc, on fait la première compétition. Elle est très difficile. On arrive dans la période de sèche. Je n'ai jamais fait de sèche de ma vie. Je n'ai jamais passé une journée à boire un demi-verre d'eau. C'était très, très difficile. Et sur les derniers jours, j'avais l'impression d'être malade parce que j'avais faim, je me sentais fatigué et c'était très éprouvant. Si on passe ce premier cap, la compétition, c'est qu'on est passionné. Si on ne peut pas passer ce premier cap, ça veut dire que ça ne sert à rien de faire des compétitions. Et donc, j'y arrive, on monte sur scène et c'est là que je découvre la magie de la scène. J'ai passé des mois à souffrir, à manger du poulet blanc et tout. J'arrive, j'ai quelques secondes sur scène, une dizaine de minutes au tout si on compte tous les passages. Mais ces petites minutes où je pose me paraissent vraiment longues et très, très, très émouvantes. Et c'est là que je tombe amoureux de la scène. Ce jour-là, j'ai compris que j'adorais le bodybuilding. Pas simplement pour le physique que je pouvais avoir, mais surtout pour l'expérience de la pratique. C'était fou. C'était fou. Le physique, je m'en fous parce que je sais que dans 4 ans, j'aurai plus mon physique. Mais l'expérience de la pratique reste. Et ça, c'était incroyable. Et bon, voilà, Ihsan, il m'a dit, tu as un potentiel de fou, il faut continuer si ça te plaît, bien sûr. Et après, on a fait Prague, j'ai fini premier. À Prague, je loupe ma carte pro parce que je me suis inscrit dans la mauvaise catégorie. Après ça, j'ai ma carte pro à Londres. Et puis, j'ai dit à Ihsan, voilà, moi, je vais arrêter des compétitions pour justement me concentrer sur ma construction professionnelle. Et lui, il ne me met pas de pression, il me dit, je comprends, c'est un très, très bon choix et tu as raison. Donc, toujours quelqu'un dans l'accompagnement, dans la compréhension
Et voilà, ça m'a beaucoup aidé dans le parcours que j'ai réalisé. Je me rappelle comme aujourd'hui, j'étais chez lui, j'allais faire un séminaire. Il me dit, Baba, il faut que tu rencontres Stéphane. Mais comment qu'il est beau, parce qu'il parle comme ça. Mais comment qu'il est beau, il faut que tu le rencontres. Parce que j'avais fait la première vidéo avec Yadas, Maxime, oui. Maxime, et après, d'ailleurs, je vais l'inviter aussi ici parce que c'est Incroyable, Maxime. intéressant. Je l'adore. Tu sais, j'ai fait la vidéo avec lui des gens, ben, j'ai rencontré la personne, il était incroyable. C'est une machine. C'est une machine et le mec, tu vois, il ne veut pas décevoir les gens. Et je suis en train de lui parler, Sam est en train de lui parler. Et le mec, il faut voir cette vidéo. Pour les personnes qui n'ont pas vu, je la mettrai au-dessous de cette vidéo pour qu'ils puissent voir sa détermination. Et il m'a dit, je dis, pas de souci, on fait une vidéo avec lui. Et c'est là où je t'ai rencontré. Ouais. Et ce que j'ai remarqué, la première des choses qui m'a sauté aux yeux, c'était tes bras. Et tes bras, d'ailleurs, on avait travaillé les bras, je crois. On avait fait les bras. Travailler les bras, oui. Ouais, je me rappelle de ça. Et j'avais passé un super moment avec toi et je me suis rendu compte que tu ne travailles pas trop tes bras. Tes bras étaient jamais acquis à travers le sport que tu avais fait auparavant. Et la chose qui m'a aussi attiré, c'était ton genre de physique. C'est le genre de physique qui est, en quelque sorte, tu es né pour faire la musculation. Tu es né pour faire les compétitions. Et le fait que tu as choisi de gagner ta carte pro et après arrêter de compétir pour focaliser sur ce que tu voulais focaliser, c'est incroyable. Maintenant, tes origines, tu es d'où d'origine? Je suis Camerounais. Hey, il vient tout juste de perdre à l'Égypte. Ils étaient super. Tu suis le football, tu suis? Oui, je suis le foot, mais cette canne-là, je n'ai pas eu le temps de la suivre. J'ai regardé quelques matchs, mais c'était trop. C'est la seule équipe qui assurait et ils ont perdu contre l'Égypte pour la finale. Ils sont en finale. Au penalty, ouais. C'était chaud, hein, le match était chaud, oui, c'était serré. Donc, raconte-nous comment que tu as ton enfance un petit peu, comment que tu as évolué. Est-ce que tu es né au Cameroun? Je te laisse parler, je ne veux pas parler. Allez, vas-y. Ouais. Eh ben, je suis Camerounais, je ne suis pas né en France, je suis né au Cameroun. J'ai été élevé par ma grand-mère, par mes grands-parents, parce que ma mère, elle travaillait énormément à l'époque. Ma mère, j'en parle souvent de ma mère. Ma mère, c'est mon moteur, c'est mon exemple, c'est mon modèle de réussite, si on veut. Donc, c'est une grosse motivation. Donc, j'ai été élevé par mes grands-parents parce qu'elle travaillait beaucoup trop pour s'occuper de moi. Ce n'était pas possible. Et je suis fils unique. J'ai été élevé par mes grands-parents et ça a causé un petit truc dans l'enfance. Et même à présent, ça ne disparaît pas. Vu que j'ai été élevé par ma grand-mère, j'ai pris l'habitude de l'appeler maman et mon grand-père papa. Et ma mère, je n'ai jamais réussi à l'appeler maman. Je l'ai toujours appelée par son prénom. Bon, ça ne la dérange pas. Mais voilà, c'est ce petit truc que ça a créé quand j'étais petit. Donc voilà, je grandis au Cameroun. J'ai une partie de ma scolarité là-bas. Je fais déjà du sport là-bas aussi. Donc j'avais commencé la boxe au Cameroun et le football. Je suis arrivé en France à l'âge de 9 ans à peu près, oui, 9 ans. Et quand j'arrive en France, je suis un peu désorienté parce que c'est vrai que j'étais venu 1 ou 2 fois, mais je ne suis jamais resté très longtemps. Je n'ai pas d'amis, je n'ai personne, je suis un peu déraciné de chez moi. Et j'arrive dans un environnement que je ne connais pas et je dois m'habituer. Les premiers mois, c'est difficile parce que tu n'as pas d'amis, tu es tout seul, tu attends de trouver une école. Je me souviens, j'avais passé des tests de français, là, le DELF, DALF. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, je travaille pour le ministère de l'Éducation, FEI. C'est ceux qui font les tests justement de français. Parce que quand je suis arrivé, j'ai dû passer ce test-là. Donc, je passe le test de français pour qu'on me positionne à l'école. Et les premiers mois, j'étais déprimé, j'étais tout seul. Quand j'étais chez mes grands-parents, on était très nombreux. On était très nombreux. La maison, on avait une grande maison. Je manquais de rien. J'adore les animaux. J'ai un chien et un chat. Et chez moi, j'avais des animaux partout. J'avais des lapins, j'avais des cochons d'Inde. J'étais très heureux. Et j'arrive ici, j'ai passé une période très difficile où j'ai beaucoup déprimé.
Je ne le disais pas forcément à mes parents parce que bon, c'est pas embêter mes parents avec ça. Donc, je grandis quasiment seul, quoi. Je suis jusqu'au collège, j'ai pas vraiment d'amis en fait. Et je me réfugie beaucoup dans le sport. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de sport. Je me réfugie beaucoup dans le sport. Je commence à faire l'athlétisme parce que courir à l'époque, ça me faisait beaucoup de bien. Je pensais à rien, j'avais ma musique, j'étais bien. Et quand je rentrais chez moi, c'était un peu la déprime. J'ai personne avec qui jouer, personne avec qui rigoler. Enfin, tu es tout seul. Et je me remets dans les jeux vidéo. Je quitte un peu le sport, mais je me mets dans les jeux vidéo cette fois-ci. Donc, je passe quasiment toute ma scolarité du collège et du lycée à jouer, à jouer, à jouer encore et encore. Arma 3, d'ailleurs, ceux qui ont connu ce jeu, je passais toutes mes nuits dessus. Et le bodybuilding me sort de ma chambre parce que, contrairement aux autres sports, c'était particulier, ça demandait beaucoup plus d'investissement. Tu sais, il faut faire à manger, alors qu'à l'époque, j'étais quelqu'un de très passif. Si ma mère ne me faisait pas à manger, bon, je ne faisais rien. Ma mère, elle faisait tout pour moi. Donc, j'ai eu cette sale mentalité qui s'est installée. Et petit à petit, quand j'allais à la salle, bah, je comprends vite que si je ne fais pas à manger, non seulement je vais mourir de faim après la salle, je risque une hypoglycémie, mais en plus, je ne vais pas du tout progresser. Donc, progressivement, la salle me sort de mon petit enclos que je me suis créé. Et ça me permet de sociabiliser pendant les entraînements. La petite salle Eric Gym, je me fais quelques amis. Et c'est comme ça que, voilà, je grandis. Je deviens un peu plus autonome. Je passe de passif à actif. De passif à actif. Et ça, la musculation a beaucoup joué là-dedans. Moi, tu me disais à l'époque qu'il faut que tu fasses à manger pour 4 jours. Je te dis non, ma mère va me faire à manger. Donc ça m'a beaucoup changé. Ça m'a appris la discipline. Parce qu'aujourd'hui, on me demande comment tu fais pour être motivé, faire ce que tu fais. J'ai été comme tout le monde. C'est qu'à un moment donné, je n'avais pas envie de faire à manger. Je n'avais pas envie d'aller m'entraîner. J'avais envie de rester chez moi, me divertir. Mais la discipline, au départ, ça a été très, très dur à l'apprendre. Je me suis fait violence. Mais avec les années de pratique, c'est devenu une habitude. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de me forcer à faire à manger. C'est comme si je devais boire de l'eau. C'est comme si je devais respirer. C'est naturel. Je dois le faire. Je le fais. Je dois aller m'entraîner. Je m'entraîne. Et voilà, comme ça, c'est comme ça que je me développe un petit peu dans ce monde de la musculation. En parallèle, j'essaye de construire aussi une carrière pro parce que je pense qu'il ne faut pas simplement baser tous ses espoirs sur la musculation. C'est comme dans tous les autres sports, et encore plus dans la musculation. Il y a qu'une poignée de personnes qui vont réussir, pas tout le monde. On a tous, c'est pour ça que je dis que la musculation et le bodybuilding de manière générale, c'est quelque chose de très, très personnel. On a tous une vision par rapport à notre physique, par rapport à notre personne, de ce qu'on veut faire. Et moi, j'avais déjà compris que je n'ai pas ce qu'il faut pour vivre du bodybuilding. Déjà parce que je ne voulais pas en faire mon métier. Et plus loin que ça, je savais que je ne voulais pas faire du bodybuilding pendant très longtemps. Et c'était carré, que c'était sûr, ça n'allait pas être mon métier. Donc voilà, je développe ma carrière pro, le bodybuilding devient un peu secondaire. Une question rapide. Lorsque tu étais au Cameroun, est-ce que tu étais discipliné un petit peu? Parce que tu faisais du sport. Je faisais du sport. J'étais discipliné. Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Non, 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 je faisais que des conneries. J'étais un gamin, quoi. Je faisais des conneries. Non, ce que je voulais dire, c'est que est-ce que tu étais discipliné dans le sport? Si tu avais une Dans le sport. structure. Je suis en train d'essayer de comprendre pourquoi tu t'es retrouvé perdu un petit peu lorsque tu étais en France. Parce qu'à un moment donné, tu étais discipliné dans le sport, ça t'a donné une structure. Après, tu bouges en France, tu es déprimé, tu t'es partout, tu as quitté un petit peu le sport, tu es parti dans les jeux vidéo, donc la discipline est partie. Elle s'en va. Elle s'en va. Et après, tu te retrouves dans la musculation où tu invites la discipline et tu es carré. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Tu as bien structuré, oui, c'est ça. C'est exactement ça. Ah oui, la musculation, ça m'a redonné une structure, une discipline de fer. Hein. Et cette rigueur, ça s'est déployé dans d'autres domaines, dans l'école, dans le monde du travail. Enfin, voilà, c'est comme ça. Hein. De base, si tu n'as pas. Il faut l'élément déclencheur. Il faut l'élément déclencheur. Et c'était la musculation. Et c'est ce que je dis aux gens. Ce qui m'a aidé à arriver là où je suis arrivé, c'est la musculation. Si les gens comprennent ce que la musculation peut vraiment faire pour eux lorsqu'ils ne sont vraiment pas à 100% détendus, muscle. Oui.
juste prendre cette discipline et l'appliquer à autre chose dans la vie, ils vont avoir beaucoup de réussite. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Bien sûr, mais je comprends totalement. On ne se rend pas compte, hein, mais se dire on va s'entraîner 5 fois par jour, préparer des repas, essayer de bien dormir, essayer de faire ci, essayer de faire ça. Parce que finalement, l'entraînement, ça représente que 5% hein, de ce qu'on fait tous les jours pour que ça se passe bien, pour construire notre physique. Donc, oui, si on applique cette discipline autre part, c'est sûr qu'on explose, hein. C'est pour ça que moi, je ne comprends pas comment sur Internet, sur la toile, les gens peuvent être aussi obsédés par le physique. C'est vrai que la musculation, c'est ce qui remet en avant en premier, c'est le physique. Il y a des gens, ils peuvent péter un plomb parce que tu as des bras plus gros qu'eux. Moi, ça me dépasse, hein. Tu sais, moi, je me dis souvent, les gens, revenez un peu plus à la réalité, quoi. Mais tu sais pourquoi? Non, dis-moi, parce que moi, je t'avoue que ça, je ne comprends pas. Et ces gens-là, je leur dis souvent, mets-toi dans la rue, toi qui fais de la musculation. Il y a combien de personnes qui ont ton physique? Il n'y en a même pas 10. Tu n'en croiseras pas 5. C'est-à-dire, déjà, vous êtes au-dessus du lot. Les simples pratiquants, après, nous, compétiteurs, c'est autre chose. Les simples pratiquants de musculation, ils sont déjà dans le haut du panier. Moi, quand je me mets dans la rue, j'en vois pas passer tous les jours, hein. Donc, Stéphane, ça, je ne comprends pas. Stéphane, tu vas le comprendre maintenant. C'est un problème d'image. La plupart des gens, lorsqu'ils commencent à faire de la muscu, ils ne l'ont pas fait comme toi. Ils sont arrivés à la muscu avec beaucoup d'insécurité. La plupart, ils ont été maltraités, abusés lorsqu'ils étaient jeunes. Sur 10 culturistes qui commencent la muscu, 9 ont eu des problèmes lorsqu'ils étaient jeunes. Donc, il y a toujours ce problème d'image et d'insécurité. Je l'ai vu tout le temps dans ma vie avec les gens. Ils ne sont jamais contents. Exemple, les gens qui font du CrossFit. Pourquoi tu crois que les gens continuent à aller dans le CrossFit? C'est parce que il y a cette camaraderie, il y a cette, tu sais, cette sécurité, cet encouragement ensemble. C'est pour ça qu'ils vont là-bas. Ils sortent. Ah, j'ai fait quelque chose, je me suis senti comme un warrior. La musculation, on n'a pas ça. Tout le monde se critique. Tout le monde se rage. La plupart, tout le monde. La plupart sont en train de rager, critiquer. Hey, regarde les petits bras. Hey, moi, je veux faire ça. Regarde-moi. Et c'est ce qui a toujours, ça s'est empiré avec le média social, toujours donné une mauvaise représentation de la musculation. Si les culturistes s'entraidaient, se poussaient, la musculation changera. Elle ne va pas être nommée la gonflette comme tout le monde la croit qu'elle est. Dans mon temps, je m'entraînais dans une gym où il y avait beaucoup de camaraderie, il y avait beaucoup d'aide. À un moment donné, on faisait les compètes comme championnat d'Angleterre, finale, poids lourd pour une carte pro. Les 4 premiers, c'est dans ma salle. On s'entraînait tous ensemble. On ne rageait pas sur le physique dessus. On cédait, mais c'était rare. Tu vois ce que je veux dire? Une question rapide pour toi. Est-ce que tu as décidé de reprendre les compétitions ou tu as arrêté les compétitions maintenant? Ou tu es back en quelque sorte? Non, je reprends les compétitions. D'ailleurs, je me prépare pour me qualifier pour Olympia. Okay. Non, je continue les compétitions. C'est quand j'ai un objectif dans un domaine, j'aime aller jusqu'au bout. Je l'avais juste mis en suspens. Mon objectif, c'est faire top 10 à Olympia. Et tant que je ne l'aurai pas atteint, je n'arrêterai pas. Et je suis sûr que je vais l'atteindre, hein, cet objectif, parce qu'il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. C'est qu'une question de temps, une question de discipline. Et j'ai foi en ce que je fais. Je travaille beaucoup pour ça. Donc, je continue les compétitions. Mais ce que tu dis, c'est vrai sur la comparaison incessante tous les jours entre les gens dans le milieu et encore pire avec les réseaux sociaux. Est-ce que l'idée que tu viens de prononcer, parce que ça, j'avoue que je suis bodybuilder, mais je ne m'intéresse pas forcément à la pratique d'un point de vue sociologique. Ça peut être intéressant de savoir qui pratique, pourquoi, d'où
quelle est l'origine? C'est vrai, parce qu'aujourd'hui, on n'aborde peut-être pas le sujet de la bonne façon. On n'aborde pas peut-être le sujet de la bonne façon. Ça peut être intéressant, ce genre de vidéo, au lieu voilà, de dire qui est chargé, qui n'est pas chargé, ça n'a aucun intérêt. Donc, ce que moi, que j'ai envie de comprendre, c'est pourquoi cette comparaison incessante. Évidemment, on peut se comparer pour rire, mais quand ça devient nuisible, moi, je suis souvent harcelé, par exemple, pour ça. Et des fois, je me pose chez moi, comme ça, je me dis, je n'arrive pas à comprendre comment les gens peuvent avoir autant de hargne pour un physique. Moi, ça me dépasse. Parce attends, excuse-moi. Parce qu'ils veulent être toi. Ils veulent être toi. C'est normal. Il faut que tu commences à l'accepter maintenant que tu es harcelé par les gens, parce que tu as un beau physique. Si tu avais un physique de lâche, comme vous dites, personne ne va te harceler. Lorsque tu es spécial, écoute bien, lorsque tu es spécial, tu vas avoir des problèmes avec les gens. C'est normal. C'est très, très normal. Maintenant, comme je le dis tout le temps, si tu réponds ou tu te fais prendre par eux, c'est ta faute. Je veux dire pourquoi. Et je ne suis pas en train de m'attendre que tu vas changer tout d'un coup. Il faut que tu l'acceptes et cette énergie qui te fait chier, parce que c'est très, très émotionnel, donc ça se joue avec des émotions, ça te fait chier et tout. Tu as perdu beaucoup d'énergie que tu peux prendre et utiliser dans les choses qui vont te faire avancer dans la vie, comme ta carrière, ta prochaine compétition. Réponds jamais, c'est normal. Tu fais partie du top. Welcome to the world of success, man. Bienvenue au monde du succès, c'est normal. Non, mais tu sais, moi, je ne me sens pas spécialement comme quelqu'un de particulièrement spécial ou tu es spécial, Stéphane, parce que tu as un physique, excuse-moi de t'avoir interrompu, tu as un physique unique. Tu vas avoir les gens après toi qui vont venir te critiquer. Mais ils ne sont pas beaucoup. Il y a 10, 3 ou 4 ou 5. Focalise sur les gens qui sont en train, Stéphane, man, regarde-toi, tu es en train de t'envoyer des messages, Stéphane, super physique, j'ai vu ta vidéo parce que tu as une chaîne de YouTube. J'ai vu ta chaîne de YouTube, elle est super. Les gens viennent et tu as vu que tu as 100 personnes qui sont en train de te dire des bonnes choses, tu focalises sur le camp. Et non. Si tu focalises sur le camp, il faut faire attention. Non, je te dis pourquoi je te disais ça. Je ne me focalise pas sur ceux qui m'insultent parce que je n'ai pas le temps, tu vois, de répondre à un drama ou d'aller répondre à chaque personne qui m'insulte. Enfin, c'est pas mon but de faire le buzz ou d'insulter, de répondre aux gens. Ça, je l'ai déjà accepté depuis très longtemps que quand tu t'exposes, ça fait partie des retombées que tu vas avoir. Ça, j'ai déjà accepté. Par exemple, je te donne un exemple. Il y a un moment, j'avais sorti une vidéo pour expliquer un petit peu combien pouvait coûter une préparation. Zorob, il avait fait une vidéo sur ça. Derrière, il m'avait parlé de ça. Voilà, j'avais eu énormément de gens qui étaient venus m'insulter, mais ce n'est pas ça qui m'a marqué. Ce qui m'a marqué, en revanche, c'est que tu avais des gens qui ne faisaient pas preuve de discernement. Parce que ma démarche, si tu veux, c'était de vouloir montrer la différence qu'il y a entre le monde professionnel et le monde amateur. Mais je me suis trompé. Je me suis trompé parce que je pensais que dans ce milieu, les gens étaient intelligents, les gens faisaient preuve de discernement, mais c'est des valeurs c'est même pas une valeur, mais c'est des choses qui ne les intéressent pas. Ce qui les intéresse vraiment, c'est de se divertir, de montrer, de dire qui fait quoi, de clasher un tel ou de montrer un exercice farfelu parce que c'est nouveau, parce que c'est du spectacle. C'est ce que j'ai compris. Et donc, tout ce qui touche à la réflexion, à un sujet sérieux, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, c'est ce que ça m'a fait comprendre. Non, il ne faut pas dire que ça ne sert à rien, excuse-moi. Ça sert à beaucoup. Sauf que ça sert à beaucoup. Non, tu as plus de personnes qui sont inconscientes que des personnes conscientes qui peuvent focaliser sur les choses qui vont les faire évoluer. Parce que le divertissement
Le divertissement est là à cause du média social. Les gens vont tous vers le divertissement, le drame, naughty ou pas naughty, comme tu as dit, les exercices à la con. Mais tu as les personnes qui vont dans les chaînes de YouTube d'éducation. C'est ça les personnes qui vont se retrouver à la fin avec plus de succès, alors que les autres sont en train de perdre leur temps. Et comme je l'ai dit toujours dans mes vidéos, le temps part. Il ne revient pas. Il ne revient Exactement. pas. Et lorsque tu le perds, tu es foutu. C'est le futur qui va décider. Il vaut mieux avoir 20 000 abonnés sérieux que d'avoir 2 millions de cons sérieux. C'est ça. Et ce que tu dis, c'est vrai parce que la moyenne d'âge sur ma chaîne est là à 35 ans. C'est fou, hein? La moyenne d'âge sur ma chaîne, c'est 35 ans. J'en ai 24. Et tu vois, c'est 35 ans. C'est des gens qui sont là. Quand tu regardes les commentaires, ça respire le respect. Les gens partagent, les gens échangent. Et c'est exactement ce que je voulais. Et c'est exactement ce que je voulais. Tu ne vas jamais voir sur ma chaîne quelqu'un venir à insulter, à part si c'est fin, c'est taquin, venir insulter gratuitement un autre, lui traiter de fils de pute ou je ne sais pas quoi. Il y a du respect. Et c'est ce que je voulais parce que je suis avant tout quelqu'un qui se considère comme un professionnel. Je ne fais pas des vidéos YouTube pour devenir connu parce qu'il y a un but professionnel derrière. C'est vrai, la plupart des gens pensent que ce qui va les faire valider, c'est le nombre de j'aime et le nombre d'abonnés, alors que ce n'est pas le cas. C'est plus la qualité et Engagement. les personnes qui viennent et l'engagement et l'éducation. Et je le vois avec moi. Exemple, lorsque j'avais commencé ma chaîne de YouTube, parce que je faisais du divertissement un petit peu, je faisais des choses utiles aussi, mais à un moment donné, je commençais vraiment à dire, je ne veux pas que les gens viennent dans ma chaîne juste pour rigoler, parce que ça me travaillait trop. Je dis, écoutez, je vais commencer à faire beaucoup d'éducation. Certes, on va faire les camps de temps en temps, parce que l'humour, c'est pas écrit l'humour. Mon humour, c'est spontané, tu vois. Je n'essaie pas d'être marrant. Moi, je parle comme un con et des gens commencent à rigoler. Et après, ça commence à me travailler. Je dis, les gens ne sont pas en train de s'éduquer. Ils se rappellent des conneries que j'ai dit. Ils se cassent. Ils ne se rappellent pas. Donc, j'étais obligé de vraiment changer mon style. Ça m'a certes affecté parce que j'ai perdu beaucoup de personnes qui venaient pour le divertissement. Mais je gardais les gens qui sont hardcore sur l'éducation et je me suis dit, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Au point où maintenant, j'ai trouvé le style de vidéo, je ne sais pas si tu as vu ma dernière vidéo, qui tape directement dans la personne. J'arrive, je ne perds pas mon temps, boum, 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 boum. Il y a certes un petit peu d'humour, mais j'ai trouvé le rythme. Maintenant, pour toi et pour ta chaîne, moi, j'ai vu ta chaîne parce que j'étais obligé de t'étudier, d'analyser, de voir ce que tu faisais. J'adore ta chaîne. J'adore ta chaîne. D'ailleurs, je les invite tous à aller à s'abonner chez toi. Tu vas vraiment réussir. Laisse le temps le faire. Ce qui me ramène à la prochaine chose. Quelle est la personne morte ou vivante qui t'a motivé ou qui t'inspire à faire les choses que tu es en train de faire? Parce qu'on est tous inspirés par une personne, comme par exemple moi, ma maman, elle est très, très spéciale pour moi. Elle est vivante, alhamdoulilah, comme on dit. Et Mohamed Ali. Mohamed Ali, pour moi, et Cristiano Ronaldo, pour moi, c'est des exemples incroyables. Je les vois, comment ils vivent leur vie. Et je me dis, moi, ça, c'est les personnes que vraiment, vraiment, qui m'inspirent à devenir et être encore meilleur dans ma vie. Pour toi, c'est quelle personne? Il y a deux personnes qui m'inspirent. Malheureusement, l'une d'entre elles n'est plus. Tu sais, on dit on est 3 fois la première fois quand on sort du ventre de sa mère, la deuxième fois quand on est évincé du domicile familial et la troisième fois quand on perd un géniteur. En quelque sorte, je suis déjà né 2 fois. Et moi, j'ai perdu mon grand-père. Ça a été extrêmement difficile pour moi. Parce que c'était, pour moi, mon grand-père, c'est mon père. Donc, du coup, ça a été très, très compliqué. Et c'est un homme qui m'a transmis des valeurs incroyables. Mais incroyables. Je pense que ça ne me quittera jamais. Toujours joyeux, toujours il relativise toujours. Mais il a toujours une chose qu'il n'a jamais changé malgré tout, c'est toujours fait ce qu'il aimait. La dernière fois où je l'ai vu, c'est toujours, il a fait ce qu'il aimait. Et la dernière phrase que m'a dit mon grand-père, c'était la suivante. Il m'a dit,
Parce que le contexte, c'est que mon grand-père il était diabétique. Il ne devait pas manger trop de sel, etc. Et lui, il détestait manger sans sel. Il n'a jamais aimé ça. Parce qu'il a vécu longtemps avec moi. Et quand ma mère lui faisait à manger, il allait toujours en douce, il se mettait du sel dans ses plats. Et moi, quand je le voyais, je lui dis, t'as pas le droit de faire ça. Et il me dit, je ferai ce que j'aime jusqu'au dernier jour de ma vie parce que peu importe ce que tu fais, tu vas finir, tu vas partir. Et il m'a toujours dit ça. Et sa philosophie de vie est incroyable. Mon grand-père, c'est quelqu'un qui a connu beaucoup de succès dans sa vie mais qui malgré tout a toujours fait ce qu'il aimait, même si ça ne plaisait pas aux autres. Et paradoxalement, ça a toujours été quelqu'un d'extrêmement respectueux. J'ai jamais vu quelqu'un comme lui. C'est quelqu'un de très particulier. Et donc, il m'a toujours inspiré à aller faire ce que je voulais, même si ça ne plaisait pas à tout le monde, même si on pouvait trouver que ce que je faisais n'avait aucun sens. Mais il m'a toujours dit, tu as une seule vie. Et tu vas finir par partir. Donc, si tu pars sans avoir fait des choses que tu aimerais faire pour faire plaisir aux gens, parce que c'est la norme, parce que c'est ici, tu vas le regretter toute ta vie. Et il m'a toujours dit ça. Hein. Et donc, moi, j'ai toujours suivi ce conseil. La deuxième personne, c'est ma mère. Déjà, pour sa rigueur, je ne sais même pas par où commencer. C'est quelqu'un qui travaille tellement, qui est tellement bien, qui est tellement j'ai jamais vu quelqu'un avoir autant de rigueur. C'est dingue. Ma mère s'est construite toute seule et aujourd'hui, elle est au sommet. C'est fou. Et ces valeurs du travail qu'elle m'a transmis, c'est tout simplement incroyable. Quand je la regarde, je n'ai pas besoin d'aller voir une vidéo de motivation sur YouTube pour me dire que je dois tenir ma diète. Parce qu'à côté de ça, ce qui est fait, moi, la diète, passer 2 jours sans boire d'eau, c'est de la merde. Et quand je pense à tout ça, je me dis que je ne peux ne pas aller au bout d'une compétition et arriver conditionné. C'est une motivation qui ne me quittera jamais. Donc, ces deux personnes-là, les plus proches de moi, ils m'ont toujours inspiré. Je n'ai jamais eu besoin d'aller regarder un grand sportif, même s'ils m'ont inspiré, bien sûr, pour trouver la motivation. Ça a toujours été proche de moi. Voilà. Les mamans sont très, très spéciales. Ce qui m'a rendu la personne que je suis devenue, c'est ma mère. Parce que ma mère, rapidement, lorsque je voulais quitter l'Algérie pour devenir un culturiste professionnel et arrêter mes études biomédicales pour devenir médecin, elle m'a dit, mon fils, malgré que je vais pleurer chaque nuit, ne plus te voir ici avec moi, mais va après ton rêve. Je me rappelle comme aujourd'hui, elle m'avait donné 500 francs, c'est l'équivalent de 20 euros, je sais pas, 500. Elle m'a dit, c'est tout ce que j'ai, et j'avais 3 jours pour réussir. Et je me suis toujours rappelé de ça. Si je suis ici en train de te parler et toutes les choses que j'ai faites en tant que professionnel dans ma vie, c'est à cause de ma mère. Sans ma mère, je n'aurais jamais, jamais réussi. C'est pour ça que je comprends lorsque tu parles de ta maman. Parce que les mamans, elles sont très, très spéciales. Les papas, certes, mais les mamans, plus spéciales que les c'est vrai. papas. C'est vrai. Moi, je te dis, comment que tu organises ta journée? Tu te réveilles, qu'est-ce que tu fais? Donne-nous une journée typique de Stéphane. Les journées typiques. Ouf. Tu sais, moi, je suis encore étudiant. Je suis sur ma dernière année d'études. Donc, je suis en alternance. Je travaille dans un cabinet de conseil en transformation numérique. Quand je suis en cours et quand je suis au travail, c'est des journées toujours différentes. Mais peu importe les deux, je me lève toujours à 6 heures. Pas parce que se lever à 6 heures, c'est le succès ou quoi que ce soit. Non, c'est quelque chose de pratique. Quand je me lève à 6 heures, je peux aller m'entraîner. Déjà, il n'y a pas de monde dans la salle. C'est très, très plaisant. Aller s'entraîner à 18 heures avec le monde, ce n'est pas possible. Donc, je me lève à 6 heures, je vais m'entraîner. Au début, c'est dur, mais quand on prend l'habitude, ça fait du bien. Je vais m'entraîner le matin. Une fois que j'ai fini l'entraînement, je vais au travail, tout simplement. Je vais au travail. Après ma journée de travail, donc je finis généralement à 18h30. Je rentre chez moi, je m'occupe de mon chien parce que j'ai un chien. Il faut s'en occuper. C'est comme un gosse. Tu as un chat aussi. Tu as un chat aussi. Un chat aussi. Oui, mais tu sais, un chat, c'est plus facile qu'un chien. Le chien, il faut la sortir. J'avais un chat très facile. Très simple. Du coup, voilà, c'est des journées qui sont assez longues. Elles peuvent se terminer à minuit. Donc, je rentre chez moi. Parfois, j'ai besoin de travailler sur un sujet de vidéo parce que mes vidéos, je ne me mets pas juste devant la caméra et je parle. C'est des choses que je travaille en amont. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très important ce qu'on dit devant la caméra et ça reste. Je l'ai appris à mes dépens.
Et donc voilà, je travaille ce que je dois faire pour une vidéo. Parfois, ça peut être travailler sur autre chose. Comme en ce moment, on travaille sur la conception d'un petit logiciel qui va nous permettre de générer des mouvements pour du coaching prochainement sur une application qu'on est en train de créer. Donc, il faut faire toute l'architecture de l'application. Quand je rentre chez moi, par exemple, je dessine des maquettes pour ça. Mais voilà. Mais là où c'est plus chargé, c'est les week-ends. Parce que c'est les week-ends. Les week-ends, je dois faire les courses pour préparer ma semaine, donc faire mes repas. Je passe plus de temps dans ma cuisine que dans une salle de sport. En moyenne, je dois passer peut-être 5 heures à la salle et je dois passer à peu près le double de ce temps dans ma cuisine dans une semaine. Donc voilà, parce que les gens, des fois, ils te voient dans la rue, ils te disent, ah, tu dois passer toute ta vie à la salle. Une manière de te mépriser un petit peu, si tu veux. Mais ils sont bien loin de la réalité. Donc les week-ends, je me lève aussi à 6 heures, je vais m'entraîner. Après l'entraînement, je vais faire les courses. Dès que j'ai fini les courses, je fais direct à manger pour être bien. Je finis souvent de faire à manger vers 14 heures. Après ça, je vais aller en forêt avec mon chien. Et quand je reviens, on passe à peu près 1 heure à 2 heures en forêt pour qu'elle se dépense bien parce qu'en semaine, on n'a pas le temps de faire ça. Quand je reviens, je planifie toute ma semaine qui doit venir. Donc, je me pose, je prends un tableau Excel, je planifie ma semaine. Je suis obligé de faire ça parce que si je ne fais pas ça, je n'ai pas de ligne directive. J'ai pas d'objectif pour mes semaines parce que j'ai pas beaucoup de temps. J'ai pas beaucoup de temps et c'est pour ça que les gens à l'école ils me disent ah mais reste boire un verre avec nous après les cours. Je peux pas. Le temps que je passe là à aller boire un verre, rentrer chez moi à 22 heures, c'est le temps que j'aurais pu passer pour aller m'entraîner, faire mes repas. Compris, tu as tout compris, man. Voilà. Pour moi, ce temps-là, c'est le temps que je dois passer pour construire mon objectif. La moula, tout ce qu'on veut, comme on dit, la mala, ça vient après. Ça vient après, une fois que tu as besoin de relâcher. Laisse le temps le faire. Exactement. Mais ne le perds pas. Laisse le temps le faire et ne le perds pas. C'est pour ça que je planifie tout. Je planifie parce que si tu n'as pas de ligne directive, tu restes là, qu'est-ce que je dois faire, etc. Donc voilà, je planifie toute ma semaine le samedi. Le dimanche, je dors un peu plus parce que bon, la semaine est difficile. Je dors un peu plus. Je peux me permettre de me lever même à midi. Après, je m'entraîne que 4 fois par semaine. Donc le dimanche, généralement, je ne m'entraîne pas. Le dimanche, c'est journée récupération. Je vais dans un centre bien-être à Drancy qui s'appelle Team Feed Wellness, où j'ai rendez-vous avec un masseur, un kiné, qui s'occupe de moi à peu près 2 fois par mois. C'est très important. Depuis que je le fais, je me sens tellement mieux dans ma pratique. J'ai plus de nœuds qui je traîne pendant des semaines. Je suis plus performant depuis que je fais ça. Donc, c'est la journée où je me détends vraiment pour rattaquer le lundi avec la planification que j'ai effectuée le samedi. Donc là, le travail, dès que je finis le travail, mes devoirs, etc. Enfin, voilà. Tu as à peu près le planning. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Peut-être les personnes qui sont en train de nous écouter. Comment il peut faire ça? J'arriverai jamais à faire ça. C'est très dur. Mais ils ne savent pas que lorsque tu as une vision qui est très, très claire, tout est un plaisir pour toi. Lorsque tu te réveilles, tu sais où est-ce que tu vas aller, tu sais ce que tu vas faire et tu vas réussir. Tu vas réussir, c'est juste une question de temps. Et comme je l'ai dit il y a 5 minutes, ne perds pas ton temps parce qu'il ne va jamais revenir. Tu l'as perdu, il ne reviendra pas. Et spécialement maintenant, avec toute la compétition que tu as dans ce monde, c'est très, très dur de vraiment réussir si tu n'es pas organisé. Il faut être super, super, super organisé. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Sur 10 personnes, 9 ne sont pas organisées. Sérieux. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je vais te raconter une histoire et tu vas comprendre. Et tu vas avoir plus d'opportunités qui vont venir vers toi parce qu'il faut être prêt pour cette opportunité. Ah oui, ça c'est sûr. Donc, raconte-moi ton histoire. Et avant ça, je veux rebondir sur un truc. Tu sais, il y a des gens aussi qui me demandent, parce que je fais aussi des vidéos pour montrer mon quotidien d'étudiant, comment je gère la vie de bodybuilding d'étudiant, parce que parfois, je m'éclipse un peu entre les cours et je vais manger rapidement pour tenir ma diète, parce que c'est important pour moi. Donc, entre les cours, des fois, je mange rapidement dans les couloirs, etc. J'ai montré une vidéo comme ça sur ma chaîne et les gens me demandent souvent, comment tu fais pour faire tout ça? Comment tu fais? C'est-à-dire que moi, on me dit, voilà, tu ne sors pas, tu ne vas pas dans les boîtes, etc. Enfin,
je veux dire, pour moi, je ne prends aucun plaisir à faire ça quand j'ai un objectif en tête. Parfois, cette vision que j'ai, parce que j'ai cette vision dans la tête de où je vais aller, parfois, le matin, c'est difficile pour moi aussi de me lever. Parfois, je n'ai pas envie. Il y a des jours où je suis aussi fatigué, et il y a des jours aussi où j'ai besoin de motivation pour me lever. Mais ce qui maintient cette discipline, c'est la vision que j'ai de l'objectif. J'ai C'est aussi clair, peur d'échouer. c'est J'ai clair. peur d'échouer. Mais vraiment, il y a des jours où je me lève en hors de compétition, j'ai d'autres objectifs aussi. Dans mon monde professionnel, je suis stressé. Je me lève le matin, la première chose que je ressens comme émotion, c'est du stress. Mon cœur commence à battre fort, mais je prends mon courage à deux mains et j'y vais, quoi. Euh, tu sais Mais pourquoi si tu ne le fais pas, ça n'arrive pas. tu sais pourquoi je suis en train de rigoler? Parce que même moi, je suis arrivé là où je suis arrivé, mais j'ai toujours cette peur d'échouer. Parce que moi, c'est différent. C'est pas comme toi. Moi, les choses par lesquelles tu es passé, je suis déjà passé par. Mais ils vont toujours venir après toi. Toujours. Je vais dire pourquoi. Maintenant, moi, je regarde ma fille. C'est toujours ma fille. OK? Et j'ai peur d'échouer aussi. Et après, maintenant, j'ai plus cette peur d'échouer. Parce que ça fait partie de l'évolution. Ça fait partie de l'évolution. Le désir que tu as en ce moment, le désir que tu as. Tu as vu ce désir? Tu as un désir en feu. Il n'existera jamais si tu n'allais pas réussir. Il existe pour une raison. C'est la réussite. Tu vas réussir. Si je veux rebondir sur ce que tu as dit il y a 10 minutes, je n'ai pas besoin de vidéos de motivation pour faire les choses ou aller sur YouTube et la voir. Toute personne qui a besoin de vidéos de motivation, elle a besoin de vraiment s'asseoir et commencer à réfléchir sur la vision qu'elle veut avoir. Elle a besoin d'action. Moi, je pars du principe qu'il n'y a pas juste une manière de se motiver. La vidéo peut être le déclencheur, la vidéo peut t'apporter l'énergie que tu n'as pas aujourd'hui, mais ça ne doit pas être ça doit pas être le moteur principal. Je peux dire des choses qui vont motiver les gens, mais si ce que je dis est la seule chose qui te motive, tu ne trouveras jamais la force d'avancer. On doit être son propre moteur parce qu'aujourd'hui, ton moteur, ça peut être, je ne sais pas moi, disons que ça peut être ta femme, ta petite amie. Si demain elle n'est plus là, et tu fais quoi? Tu arrêtes de vivre, tu n'avances plus. Mais enfin voilà, ce que je veux dire, c'est que chacun a sa manière de faire, mais la chose la plus importante, c'est la vision qu'on doit avoir. Peu importe comment on s'y prend, mais la vision qu'on doit avoir. Et comme tu disais sur l'organisation, que 9 personnes sur 10 ne s'organisent pas, et ben, tu sais, le monde du bodybuilding, on parle tous un peu, voilà, je ne vais pas dire on se côtoie, les gens, je ne côtoie pas beaucoup de bodybuilders parce que je n'ai pas forcément le temps d'aller voir un tel ou un tel, mais je parle avec des gens quand j'ai l'opportunité de le faire. Et je me suis rendu compte, pardon, en parlant avec des gens, je me suis rendu compte en fait que la plupart des gens ne prenaient pas le bodybuilding au sérieux, que la plupart des gens ne se considéraient pas pratiques. En tout cas, quand on parle là vraiment de sport, on n'est pas là pour dire un tel fait ci, un tel fait ça. On parle de sport là. La plupart des gens n'ont pas la vision d'être un sportif de haut niveau. J'ai été choqué d'apprendre ça, que les gens, voilà, ils s'entraînent quand ils veulent. Quand il faut faire une diète à l'approche d'une compétition, ça mange n'importe quoi. Enfin, alors que moi, là, quand tu me parles de compétition, je peux te sortir mon rétro-planning où j'ai détaillé chaque phase de ma prépa avec la stratégie d'entraînement, la stratégie d'alimentation et comment je devais gérer mon quotidien pour que ça se passe bien, pour que mon physique soit construit. Moi, je pensais que c'était le b.a-ba de faire ça, mais j'ai été choqué d'apprendre que les gens ne fonctionnent pas comme ça. Mais ça a des années-lumière de la réalité quand tu vois le physique qui sort. Parce qu'il y a des gens qui ont un potentiel, mais bien plus élevé que le mien, par exemple. Mais la seule chose qui n'applique pas, c'est cette discipline. Et je me suis dit, je me suis posé 5 minutes, parce que je fais référence à un cas précis, je me suis posé 5 minutes, je me suis dit, si ce gars-là, que je ne vais pas citer, il appliquait 2% de ce que je fais, il serait déjà dans le top 10 à Olympia depuis très longtemps. Parce que le physique qu'il affiche aujourd'hui dans mon inconscient, je pensais qu'il l'affichait parce qu'il avait une stratégie comme j'imaginais tout le monde. Mais pas du tout, en fait. Pas du tout. Pas du tout. Et c'est dommage parce que quand moi je regarde les gens qui pratiquent aujourd'hui, il y a tellement de potentiel chez les gens, tellement tellement de potentiel de pouvoir aller loin. Mais la plupart, finalement,
as l'impression qu'ils ne vont jamais franchir un palier parce qu'ils manquent d'organisation, ils manquent de discipline, ils manquent d'objectifs. Tu as deux types de personnes. Première personne, c'est la personne comme toi, qui fait la musculation pour les bonnes raisons, parce que c'est ce qui les fait vraiment vivre et faire les choses à travers la discipline dont on a parlé. Et tu as le deuxième type de personnes, c'est les personnes qui font la musculation pour les autres. Parce que quelqu'un l'a fait, je l'ai fait. Ou ils la font parce que aujourd'hui j'ai envie d'aller m'entraîner, demain j'en ai rien à foutre. Parce que la vision n'est pas claire, le désir n'est pas là, c'est pour ça qu'ils vont être normaux. Pour réussir dans la vie, il faut rendre l'inconfortable confortable. Tu es en train de le faire en ce moment. Tu es inconfortable, mais tu t'adaptes, tu deviens confortable. Et tu continues, et tu continues. Maintenant, si je t'ai dit sur les vidéos de motivation, tu n'as pas besoin de vidéos de motivation pour bouger, je l'ai dit pour une raison très, très spéciale. La plupart des gens maintenant, il faut qu'ils voient une vidéo de motivation pour croire qu'ils vont être motivés. Alors que ça devient une habitude. Motivation. Ah, je suis motivé pendant 2 minutes et après ça part. Je cherche une autre vidéo de motivation. Et ça devient une sale habitude. Maintenant, ce que tu vois sur Insta, maintenant je le vois partout, ça m'ennuie en quelque sorte, je ne veux plus le voir. Maintenant, tu as des stories, des reels, ils prennent leur entraînement et ils mettent la voix de quelqu'un pour motiver les gens, juste pour avoir des vues. OK, c'est Insta, c'est des reels, on comprend tout ça. Mais les personnes qui comprennent le vrai sens de la motivation doivent travailler sur leur vision, sur leur discipline. Ils vont tout le temps être motivés. Chaque matin, il a son organisation. Il n'a pas besoin d'être motivé. Il sait où est-ce qu'il va. Il se réveille avec la dédication et la détermination de faire les choses comme tu es en train de le faire. Oui, je partage à moitié ton avis parce que pour certains, tomber sur une vidéo, ça peut être un élément déclencheur justement pour créer cette envie. Mais en soi, parce que le parcours d'un autre peut être inspirant, peut nous donner une étincelle de motivation qu'on doit enflammer avec notre propre vision d'un objectif. Ça, c'est sûr, on est d'accord là-dessus. Mais bon, dans notre domaine, hein, si on veut revenir à la musculation, voilà, on est plus intéressé par qui fait quoi que pour apporter une réelle valeur ajoutée. C'est dommage. Et une chose que je voulais vraiment partager avec toi dans ma situation, parce que des fois, peut-être ça t'est arrivé, peut-être, je ne sais pas. Des fois, lorsque tu es tellement motivé par réussir, tu perds la route, ta vision, tu la perds. Et tu travailles, et tu es tellement fatigué que tu ne fais pas attention aux choses qui sont en train de te retenir en arrière. Et à cause de la fatigue, à cause du travail qui est tellement énorme, tu commences à faire ces choses spécifiques qui te retardent. Moi, je pense que quand on se perd en route, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être plusieurs choses. Bien sûr. Ça peut être plusieurs choses. Honnêtement, je ne vais pas dire que je ne me suis jamais écarté de mon objectif, mais ça m'a plutôt éloigné des gens. C'est difficile aujourd'hui, tu sais, par exemple, de te retrouver avec quelqu'un, on va dire, à un moment donné dans ma vie, j'ai dû faire un choix choisir entre une ex-copine et ma vie. Tu comprends? Parce que quand toi, tu es quelqu'un qui a du temps, tu n'as pas beaucoup de temps libre, tu dois t'entraîner, tu dois faire ci, tu dois faire ça, nanana. Et quand d'un autre côté, par exemple, tu as quelqu'un qui a plus de temps libre que toi, il y a voilà il y a voilà, cette opposition, cette différence de temps qui peut générer un obstacle. Donc voilà, aujourd'hui, c'est ce genre de choses qui a pu m'arriver. Par exemple, m'éloigner des gens, ça m'a beaucoup éloigné des gens. Mais ça a été difficile parce qu'on n'est pas fait pour vivre seul, malgré tout ce qu'on peut dire. Voilà, on a besoin d'avoir le contact des autres, etc. Mais au final, je me suis dit que ce n'est pas un sacrifice, le fait de, par exemple, prendre du temps pour faire ci, faire ça. On parle souvent de sacrifice. Pour moi, ce n'est pas un sacrifice, c'est une nécessité.
c'est une concession. Parce que si tu ne le fais pas, tu peux dire adieu à ton objectif. Si tu te dis, pour moi, un sacrifice, c'est manger c'est être en diète, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas un sacrifice, c'est une nécessité. C'est une nécessité parce que si tu ne le fais pas, tu sais pertinemment que tu n'y arrives pas à cet objectif que tu vises. C'est pareil pour le fait de ne pas sortir tous les jours, de ne pas dépenser parce que tu as besoin d'argent pour faire tout ça. Pour moi, ce ne sont pas des sacrifices, c'est une nécessité. Et j'ai toujours fait en sorte de mettre ça en avant pour mon objectif. Et la seule chose comme obstacle que j'ai pu rencontrer, c'est le fait parfois de me retrouver seul. Mais maintenant, quand tu rencontres les gens qui ont cette même vision que toi, cette même passion que toi, pour autre chose, pas forcément pour les mêmes objectifs que toi, mais pour d'autres objectifs, ils ont la capacité de te comprendre. Ils n'ont pas besoin d'être à ta place, mais de te comprendre. Quand tu es avec des gens qui ne te comprennent pas, c'est difficile d'avancer. Par exemple, je fréquente des gens aujourd'hui qui ne sont pas passionnés de musculation, mais ils sont en capacité de comprendre pourquoi j'y dédie autant de temps parce qu'eux, ils font la même chose dans d'autres domaines. Et il n'y a pas de conflit parce qu'on arrive à se motiver, on arrive à avancer main dans la main parce qu'on a cette même hargne pour autre chose, mais on la partage, cette hargne. Et pour moi, c'est la solution. Tu ne peux pas avancer avec des gens qui ne partagent pas la même vision que toi. Tu ne peux pas. Et c'était l'obstacle que j'ai rencontré. Après voilà, on a tous un parcours différent, toutes des difficultés différentes. Ça fait partie de ce que tu fais et parce qu'il y a des personnes qui ont des différents objectifs que toi. Ils n'ont pas d'objectif, c'est pour ça qu'ils sont dans cette situation. Les personnes qui ont la même vision que toi, les mêmes objectifs comprendront. Les autres, et la plupart, c'est la plupart, lorsque tu ne veux pas prendre le temps de sortir avec eux, ils vont commencer à dire, oh, pour qui il se prend? Moi, je vais attraper, spécialement les femmes. Je peux te dire, j'ai 55 ans, j'en ai vu, j'en ai passé dans ma vie. La raison pour laquelle j'ai un mariage qui est très, très robuste, c'est parce que ma femme, elle comprend où est-ce que je vais avec tout ce que je fais. Ma femme, elle ne me fait jamais chier, jamais. Jamais. Elle sait, je me lève à 4 heures du matin, je rentre à 8h30 chaque jour, presque chaque jour, et elle sait où est-ce que je vais parce qu'elle le voit devant elle. Elle le voit se matérialiser. Elle sait ce que je fais. Elle sait comment je pense. Auparavant, j'avais un problème parce qu'il fallait prendre le temps et leur donner ce temps. Et le plus grand conseil que je pourrais te donner, et je n'ai pas besoin de te le donner en quelque sorte parce que tu as tout compris, c'est que lorsque tu trouves une femme qui te comprend, cette femme ne va jamais te faire chier. Une femme qui veut que tu travailles autour de son temps et veut te prendre de ton temps parce qu'elle ne croit pas à ta vision, ce n'est pas une femme que tu dois avoir sérieusement parce que tu as une différente mentalité, tu as un objectif, elle ne l'a pas. Donc, elle veut te prendre de ça. Et c'est très dur parce que tu es un beau gosse, tu as un physique, tu attires les nanas et tu as des besoins, des besoins, man. You have needs, man. You want the ladies, man. You want the ladies, c'est normal. C'est normal comme ça. Donc, il faut rester focalisé sur les choses que tu veux faire et tu vas voir. Les femmes, elles vont venir et elles vont repartir. Mais celle qui va venir et rester avec toi sera la femme qui comprendra ce que tu es en train de faire et qui fait la même chose que toi. Ah, ça c'est sûr. Mais voilà, cette histoire, ça date de très longtemps, hein. Mais c'était un exemple pour corroborer ce que tu disais. Mais oui, tu as raison. Ça, c'est un sujet voilà, que je comprends, donc que je vois tous les jours. Après, voilà, il faut rester focus sur ses objectifs. Mais voilà, objectif, c'est la 2023 Olympia. Je vais tout faire pour me qualifier. Je vais tout faire pour me qualifier parce que voilà, je sais que j'ai du potentiel. Il faut être conscient de son potentiel quand on se lance dans quelque chose. Si je savais que je n'avais pas de potentiel dans le bodybuilding, je n'aurais pas fait parce que ça aurait été… Tu vas te qualifier, c'est juste une question de temps. Du temps, voilà. Tu as le physique, tu commences à avoir encore plus de maturité, tu es organisé, tu as un bon coach. À côté de toi, Eusan est incroyable, non seulement du côté
l'entraînement, mais aussi du côté mental. Mental, oui. Et sa force, c'est ce que je dis aux personnes que je coach, parce que je fais des formations de coach. J'enseigne, je dis, ce qui va vous rendre un bon coach, c'est cette capacité de comprendre votre client. Parce que l'entraînement, il est facile, il est très, très facile. Lorsque vous commencez à comprendre vos clients, ce qui se passe dans leur tête, et commencer à ajuster et tenir leurs mains et les encadrer, ils vont vous adorer. C'est pour ça que tu ne peux pas aller t'entraîner avec quelqu'un d'autre. Tu restes avec Ehsan parce qu'il sait comment que tu es, il te connaît, il sait comment. Tu le vois, sa passion, tu le vois, j'adore ce qu'il fait. J'adore, je l'adore ce mec, il est super cool. Non, il est incroyable. C'est quelqu'un de très, très passionné. Il est très passionné, il est juste incroyable. Et oui, c'est ça qui fait toute la différence, hein. Il est bon, il comprend ce que tu veux, il te comprend. Il a cette capacité à te convaincre, à te donner de la force. Voilà, il te motive parce qu'il te comprend. Voilà, il te motive parce qu'il te comprend. Et tu as bien raison de mettre l'accent là-dessus avec tes personnes que tu coaches. Et puis, Ehsan, maintenant, c'est quelqu'un voilà, qu'on respecte tous, qu'on admire. Et ça crée de la jalousie, ça crée beaucoup de jalousie, ça crée beaucoup de tension. Moi, je vais te dire, hein, ce que je remarque, parce que moi, je suis quelqu'un qui, voilà, tu ne me verras jamais dans des histoires, répondre aux gens, etc. Mais j'observe beaucoup. Et quand C'est tu une bonne réussis… chose, c'est une bonne chose. Tu observes, c'est une bonne chose. Continue. Moi, j'observe. Moi, je n'ai pas le temps de venir faire une vidéo pour parler d'un tel et tout. J'ai pas le temps. Moi, je mets plus d'énergie. Moi, je préfère mettre de l'énergie à construire mes choses qu'à savoir ce que fait un autre. C'est pas mon truc. Donc, moi, j'observe. Je me rends compte que même les gens que tu connais peuvent être jaloux de ta réussite. Parce que quand tu réussis dans ce domaine, c'est jamais honnête, hein. On va toujours te dire que quelque part, tu as forcément volé quelqu'un, tu as forcément triché. Tu ne peux pas réussir dans ce domaine en étant honnête. Pour les gens, ce n'est pas possible. Et je suis arrivé à la conclusion que ces gens-là, c'est parce qu'ils n'ont jamais eu une vision business de la pratique. Exactement. Jamais. Parce que quand tu es quelqu'un qui a une vision, tu peux être un pratiquant, mais quand tu es coach, c'est ton métier de coacher les gens, de leur amener à une réussite. Mais il faut être un businessman dans l'âme pour savoir comment tu vas gérer tes plannings, comment tu vas gérer tes coachings, comment tu vas créer de la valeur pour tes clients. Il faut réfléchir à tout ça. Et moi, j'ai vu se construire tout ce parcours avec Ehsan, partager sa vision. Et quand je vois aujourd'hui des gens qui connaissent, avec qui on a partagé un verre, avec qui on a voyagé, avec qui on est dans des compétitions, le cracher dessus, moi, ça me fait doucement rire parce que ces gens-là… Crache sur lui. En direct comme ça devant un public, devant un live, mais sans le nommer parce que ce sont des gouards, des peureux, voilà, quand ces gens-là, ils doivent avoir… Ça fait partie du jeu. Non, mais tu vas voir, tu vas voir où je vais en venir. Tu vas voir où je vais en venir. Vas-y. Ce que je vais dire, c'est que quand même quelqu'un qui a observé ta façon de travailler tout le long, parce que je parle de quelqu'un qui a quand même suivi Ehsan et ils ont voyagé ensemble, j'étais là, j'étais présent. Quand même ce genre de personne qui a été proche de toi te met un petit couteau dans le dos, enfin, tu comprends que dans ce domaine, tu ne peux pas juste simplement réussir. On te dit, voilà, tu as bossé, tu as réussi, ok, tu es arrivé, ça fonctionne pour toi parce que tu as travaillé. Il faut toujours que quelqu'un vienne te dire, tu as forcément volé quelqu'un. Tu ne peux pas réussir et juste réussir, ce n'est pas possible. Ça n'existe pas dans ce domaine. Et c'est bien dommage. Et parce que si on avait tous cette envie de partager, cette envie de donner une meilleure vision de notre sport, on serait beaucoup plus respecté, beaucoup plus compris par la majorité des gens. Aujourd'hui, quand je sors, etc., et quand je parle, je dis, je fais de la musculation, les gens me regardent, ils me disent, voilà, tu sens du mépris. Pourquoi? Parce que on entretient trop cette image du mec obsédé par la musculation, du mec qui n'a rien dans le cerveau, qui passe son temps à se charger, comme on dit, etc. Et c'est nous-mêmes pratiquants, parce que je me mets dans le lot, même si ma communication ne va pas vers là, c'est nous-mêmes qui entretenons cette mauvaise image de notre pratique, parce que le bodybuilding, c'est un sport magnifique. C'est un sport magnifique, mais
la plupart des gens le descendent jour et jour. Moi, je vois des gens venir se mettre devant une caméra, maintenant ça se fait quasiment partout, et dire, ouais, voilà, j'ai pris ci, j'ai pris ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça inconsciemment, etc. Mais quelle image ça donne de la pratique? Quelle image? Il y a beaucoup de gens, tu sais, qui me posent des questions et disent, voilà, propose-moi des choses à faire, etc. et tout. Mais tu crois vraiment que les gens, quand ils tombent sur ça, ils ne vont pas se dire, ah, il faut peut-être que je fasse ça, fais ça pour ça peut-être me faire progresser. Parce qu'aujourd'hui, comme tu dis, on est dans l'image, on est dans le paraître. C'est celui qui est le plus musclé, qui est le plus crédible. Tu comprends? Parce que moi, aujourd'hui, j'accorde aucune importance à mon physique. Si demain, mon physique, je le perds, je m'en fous. J'ai arrêté la compétition pendant 2 ans, j'ai perdu 15 kilos. Je n'ai jamais été aussi bien dans mon corps. Mais j'ai toujours voulu qu'on garde à l'esprit que le bodybuilding, c'est un sport noble, c'est un bon sport, même si les gens le descendent n'importe comment. J'ai critiqué le bodybuilding, hein, parce qu'il faut dire que moi, j'ai dit dans les compétitions, tu ne gagnes rien, etc., que ce qui te fait gagner de l'argent, c'est ce que toi, tu construis en tant que personne et ce que t'apporte la compétition, pas la compétition directement qui te fait gagner de l'argent. Tu peux faire de la compétition, avoir de la visibilité et créer un business autour de ça, par exemple. Mais le bodybuilding ne va rien te faire gagner. Si tu le fais, c'est uniquement par passion. J'ai critiqué le bodybuilding à maintes reprises, mais je ne suis jamais venu dire que j'ai plus de respect pour une prostituée qu'un bodybuilder, par exemple. Tu comprends? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Enfin, voilà. C'est C'est ta passion pour le bodybuilding qui te l'a poussé à le critiquer. Je vais te dire pourquoi. Parce que tu as compris le vrai sens du bodybuilding et ce qu'il fait pour toi. Et lorsque tu le vois, comment les gens le prennent, ça t'a fait chier. J'ai bien sûr. toujours insisté sur les compétitions qui ne ramènent rien. Ça fait 36 ans que je fais ce business et je suis passé partout. Et je continue à leur dire, avant que tu leur as dit, j'étais en train de leur expliquer, mais les gens ne veulent pas comprendre ça. Et je vais te dire aussi pourquoi, parce qu'ils sont tellement obsédés par leur corps. Et ici, ils n'arrivent même pas à vraiment réfléchir sur les bonnes choses. Et lorsque tu prends des stéroïdes, devine ce qui se passe. Chimiquement, tu n'es pas bien dans ta tête. Tu n'arrives pas à focaliser proprement. Tu n'arrives pas à penser proprement. Tout est dans tes entraînements, ton poulet, tes asperges, et c'est tout. Et les drogues. Parce que lorsque tu commences à prendre encore plus de drogue, tu deviens encore plus stupide. Je te le dis directement. Les gens ne comprennent pas ça. Ils ne vont jamais le comprendre. Tu as tout compris. Parce que ta vie, ce n'est pas juste les entraînements, prendre des stéroïdes et te regarder dans le miroir. Et c'est pour ça que ça te fait chier. Tu essaies de leur faire comprendre ça. Ils ne vont jamais comprendre. Jamais. Tu sais, moi, je pars du principe que je n'ai rien à apprendre aux gens. Sur ma chaîne, l'âge moyen, quand je te dis, c'est 35 ans, 30-35 ans. Je ne vais pas venir me mettre devant la caméra, dire à mes aînés de 10 ans comment voir la vie. Ce n'est pas possible. Je ne me sentirai jamais légitime de faire ça. Mais à travers mon parcours, j'essaye de donner des pistes de réflexion, de dire que voilà, le physique, ça ne doit pas être la seule chose qui doit te motiver. Et en parlant de produits, etc., pour moi, si tu ne fais pas de compétition, tu ne pourras jamais empêcher les gens de faire ce qu'ils veulent de toute façon. Hein. Des vidéos préventives, etc. Si quelqu'un a envie de faire quelque chose, il le fera. Il ne va pas attendre. Voilà. Tu vois, on met sur les paquets de cigarettes ne pas fumer, ça donne le cancer. Ce n'est pas pour autant que les gens arrêtent de fumer. Enfin, je veux dire, tu ne vas pas empêcher les gens de faire ce qu'ils veulent. Par contre, si à travers ton parcours et que tu donnes du sens à ce que quelqu'un veut faire, de la compétition par exemple, il pourra se dire, moi, si je veux faire de la compétition, c'est avant tout pour ça, pour ça, pour ça. Pourquoi? Si tu fais de la compétition juste pour le faire la compétition, tu dépenseras plus d'argent que tu n'en gagneras, par exemple. Donc, ça ne te servira à rien. Donc, l'histoire des produits, pour moi, je ne vais jamais prendre position dessus parce que je n'y trouve pas d'intérêt. Peut-être, si on parle d'un point de vue scientifique, il y a des vidéos que je regarde beaucoup d'Américains, beaucoup de Brésiliens, ils font des vidéos absolument scientifiques. C'est-à-dire que quand tu sors de là, tu ne sais pas qu'un tel est chargé. Hein. Tu sais comment fonctionnent les molécules en termes de potentiel intellectuel. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc,
là, tu t'instruis. Là, ça peut être intéressant pour ta curiosité en tant que pratiquant. C'est pas proscrit de faire ça. Mais là où il faut pas tomber, c'est de se dire que voilà, il faut que je suis pratiquant, il faut qu'à un moment donné, je prenne ci, je prenne ça parce que je suis pratiquant. Si tu ne veux pas faire de la compétition, ça sert strictement à rien, ça va rien t'apporter parce que ton physique, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, tu ne le conserveras pas éternellement. Donc, euh, donc voilà, il faut trouver un sens à sa pratique avant tout. Un sens. Si on fait de la pratique du bodybuilding juste pour être bien dans son corps, c'est très bien, on n'a pas besoin de plus. Si on veut faire des compétitions, il faut d'abord se poser la question pourquoi? On ne fait pas juste des compétitions pour en faire. Ça demande beaucoup de ressources, ça demande beaucoup de temps et il faut se poser les bonnes questions avant de se lancer. Stéphane, il y a une autre compétition qui existe et tu ne sais pas que cette compétition existe. La deuxième compétition, c'est la compétition dans Instagram. C'est ça le problème. Les gens prennent des photos parce qu'ils veulent être sur Insta et montrer leurs photos et être coach. Et c'est ça le problème qu'on a parce que Insta, je ne critique pas Insta parce que je fais partie de Insta pour l'utiliser comme une plateforme pour éduquer les gens. Pas beaucoup de personnes font ça. Les gens utilisent Insta pour se faire valider, pour prendre des stéroïdes, pour se montrer aux gens. C'est ça la deuxième compétition que tu as. Les gens prennent des stéroïdes pour se compétir entre eux, au point où c'est devenu un problème qui s'empire en ce moment. Tu as deux compétitions. Tu as la compétition dont tu parlais et tu as la deuxième compétition qui est la vraie compétition entre les gens, en quelque sorte, qui sont en train de s'esquinter la santé juste pour être validés et dire « Hey, je suis là ». Non, mais c'est quelque chose que je ne comprends pas parce que, pour donner un exemple, j'avais quelqu'un à l'époque que je coachais. Il m'envoie un message. Il a vraiment bien progressé, hein. Même avant d'être en coaching avec moi, il avait déjà bien progressé. Il m'envoie un message, il me dit, je ne suis pas bien physiquement. Il me dit, je trouve que j'ai trop de points faibles, qu'il me manque trop de choses. Et je parcours son Instagram, je récupère les photos avant qu'il commence la musculation et je lui mets les photos de son physique actuellement. Regarde ta transformation. Je lui dis, regarde le physique que tu as. Mais ton physique, il est exceptionnel. Tu n'as pas besoin de faire 100 kilos secs pour te sentir que tu as progressé, que tu as comblé ton point faible épaule. Ça ne veut strictement rien dire quand tu n'es pas compétiteur. Encore une fois, mettez-vous dans la rue, les gens qui font de la compétition. Sortez un peu du monde d'Instagram. Regardez autour de vous combien de personnes ont le physique que vous avez. Sans même combien, vous n'en verrez même pas trois passer. Parce que vous avez déjà des physiques exceptionnels pour la plupart. Ça fait 10 ans que vous pratiquez de la musculation. Vous avez appris beaucoup de choses. Vous avez progressé. Soyez content du physique que vous avez, du parcours que vous avez et de ce que vous allez encore avoir. On n'a pas besoin de se comparer à quelqu'un qui fait de la compétition pour se dire qu'on manque d'épaules, ceci, cela. Non, c'est deux choses différentes. Et c'est ce que j'ai essayé de faire comprendre aux gens qu'il y avait une différence entre le monde professionnel et le monde amateur. Mais dès que j'ai voulu emmener les gens dans cette situation, on m'a jeté la pierre. Donc moi, j'ai arrêté. Mais j'essaie de le faire avec des personnes qui m'écoutent, qui comprennent où je veux en venir. Parce que même aujourd'hui, par exemple, peu importe ce que tu dis, on va te dire que tu es chargé. Ça veut dire quoi? Que tu n'es pas capable d'avoir une réflexion, que les gens ne sont pas capables de t'écouter. C'est un fléau. J'ai un mec, hein, si tu veux, Jamo, j'ai été obligé de faire quelque chose. J'ai un mec qui m'a tellement harcelé. Il m'a même envoyé des messages sur LinkedIn pour te dire. Il ne manquait plus qu'il envoie des courriers à mon entreprise. Il m'a harcelé. Je ne comprenais pas ce que ce type me voulait. Donc, je l'ai retrouvé. Je l'ai audité, je l'ai retrouvé. J'ai trouvé son adresse. Un père de famille de 45 ans. Wow. Vraiment 45 ans avec des gosses. Il m'a tellement harcelé que je ne comprenais pas ce qu'il me voulait. Au final, je me rends compte qu'il me harcelait juste parce que j'avais un physique et c'est tout. Parce que tout le temps, ce mec-là, dans mes commentaires, c'est qu'il mettait ses performances, ses mensurations. Enfin, je veux dire, je m'en fous, moi. Que tu soulèves plus lourd que moi, demain, je vais me lever, je serai pareil, quoi. Ça ne va pas payer mon loyer, je ne vais pas dormir dans la rue. Je m'en fous. Quand je me compare sur des gens, quand je monte sur scène et quand je sors de là, je m'en fous complètement, ça ne change rien à ma vie. Donc, ce gars-là, il m'a tellement harcelé que j'ai été obligé de le retrouver pour le dire stop, sinon la prochaine fois, je viens devant chez toi. Et c'était grave. C'est fou parce que
comme je l'avais dit auparavant, ça, c'est des personnes qui… Mais même pour aller plus loin, il m'appelait en privé. Mais vraiment, ça allait loin. Hein. Ouais, ça allait loin. Ouais, ça, c'est des obsédés. Ça, c'est des personnes qui ont des problèmes dedans. C'est une envie, c'est une haine envers toi et ils veulent se justifier par… Ils sont en train… Je les ai, moi aussi. Moi aussi, je les ai de temps en temps, je les ignore, je leur réponds même pas. Je réponds même pas. Parce qu'ils veulent commencer, tu vois la discussion, ils te jettent quelque chose ils essaient de te taquiner. Tu peux taquiner comme tu veux, tu vas jamais avoir mon attention parce que prendre du temps pour te répondre, je suis un con, je suis en train de perdre mon temps il est très très important pour moi. Ce qui me ramène à la prochaine chose que je voulais vraiment partager avec toi par rapport à ce que tu m'as dit auparavant. Ils se comparent, les gens qui essaient de se comparer aux pros, comme la personne dont tu m'as parlé, que tu as entraîné, ils sont dans le délire. Ils sont dans le délire parce que c'est toujours la même chose. C'est de se comparer avec d'autres personnes, compétir avec les gens, alors que tu n'as pas la génétique pour comparer avec cette personne. C'est comme si tu as une Peugeot qui essaie de dépasser une Ferrari. Oublie. Ça va te ramener de A à Z. C'est bon. On s'arrête là. Même au-delà de ça. Avant de finir rapidement, s'il te plaît, excuse-moi. Le problème, c'est que ces personnes que tu entraînes, ils n'ont pas de patience. Ils sont impatients. Ils vont te faire chier et leur impatience va détruire leur discipline. Et ça revient en 360 degrés. Et le problème, c'est que lorsque tu essaies de leur faire comprendre, ils ne veulent pas comprendre. Ils vont mieux se dire « see you, bye » parce que je ne peux pas travailler avec toi. C'est ce que je veux dire. Tout ce que tu diras, c'est jamais suffisant. C'est comme les filles. C'est comme les nanas. Il y a des nanas qui ont plus de gonnettes que ces mecs, qui comprennent. Boss, arrête de me faire chier. Et lorsque tu y diras comme ça, parce qu'il y a des étapes, tu essaies d'être gentil, tu expliques. Et après, ça commence à devenir une mauvaise habitude. Ils reviennent tout le temps ce qu'ils ont dit auparavant. Et après, tu dis, maintenant, je ne peux plus avoir du temps pour toi parce que le temps, c'est le temps, mon ami. Oui, c'est vrai. Après, tu sais, il y a aussi un truc qui est apparu récemment, c'est que même au-delà de se comparer aux autres, c'est que les gens se sont dit, on doit avoir, il y a une moyenne. Ils se sont dit, voilà, il y a une moyenne que la plupart des gens ne doivent pas dépasser en termes de progression. C'est-à-dire que si tu sors de la norme en termes de progression, c'est bon, ce physique, il est forcément hors norme, tu es forcément catégorisé dans la catégorie chargée. C'est-à-dire que en fait, ce que les gens devraient comprendre, c'est que tout simplement, comme la musculation, comme dans d'autres domaines de la vie, on n'est pas tous égaux. Il y a des gens qui ont une vitesse de progression plus importante, donc ils vont commencer même après vous, ils vont avoir des résultats plus rapides, plus importants, mais ça n'a pas d'importance. On s'en fout. C'est une génétique, chacun est génétiquement différent, chacun a plus de fibres que d'autres. Il y a des personnes qui ont plus de fibres que d'autres. Et les gens doivent comprendre ça. Exactement. Et au lieu de se comparer, concentrons-nous sur nous, sur ce qu'on a déjà fait, ce qu'on est en train de faire, et ça s'arrête là. Honnêtement, quand je vois des gars me dire, voilà, ce physique-là, c'est tout ce que je rêve d'avoir, mais mon gars, tu es déjà très bien physiquement. Il n'y en a pas 10 comme toi dans la rue. Tu es déjà exceptionnel. Apprécie ce que tu as et garde en tête que le physique, c'est éphémère et que ça ne restera pas. Et le plus important, pour moi, en tout cas, j'ai toujours dit, le plus important, c'est l'expérience de la pratique parce que ça restera toute ma vie. Quand j'aurai 70 ans, etc., j'aurai perdu mon physique, je ne serai plus capable de faire une traction, mais mon expérience de la pratique sera toujours dans la tête et c'est ce qui va me suivre jusqu'à mon dernier jour dans une salle de sport. Et c'est pour ça que tu vas toujours réussir dans ce domaine ou n'importe quel domaine parce que tu as tout compris. Comme je l'ai dit au début de ce podcast, tu as la fondation, tu es organisé. Tu vas avoir beaucoup de succès, Stéphane. Du bois. Merci beaucoup. Et attends-toi à encore plus et rageux parce que ça va devenir au point où ça va devenir normal pour toi. Il faut les ignorer, continuer à faire les choses, sourire, répondre gentiment si tu veux prendre le temps dont tu as besoin pour vraiment réussir et le répondre gentiment. OK. Maintenant, avant de clôturer ce podcast que j'ai adoré, j'aimerais que tu me parles de ta maman. Où est-ce qu'elle est, ta maman? Elle est avec toi en France ou elle est au Cameroun? Où est-ce qu'elle est?
Alors maintenant, c'est devenu une grande femme d'affaires qui voyage tout le temps, mais Waouh, elle est. waouh. Non, mais je l'adore, j'aime bien parler d'elle parce que c'est un exemple de réussite. Mais elle est ici en France avec moi. En fait, si tu veux, je vis toujours avec ma mère parce que bah, je suis fils unique déjà. C'est plus simple pour moi d'être chez ma mère, mais elle est quasiment jamais là. Donc, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, ça fait longtemps. Et anecdote, quand je disais dans la vidéo que j'ai tournée où j'expliquais le prix de ma prépa, je disais que mon alimentation, ça me coûte à peu près 300 euros par mois. Oh, les gens me sont tombés dessus. Ouais, c'est pas possible. Nanana. Mais tu sais, ma mère, elle suit d'ailleurs ma chaîne YouTube. Elle participe à mes compétitions à sa manière. Donc, quand elle vient à la maison, elle achète tellement de viande, parce que c'est ce qui coûte le plus cher en réalité. Elle en Waouh. achète, elle en achète tellement, elle met dans le congélateur. J'ai un grand congélateur chez moi. J'en ai pour 6 mois facile. Waouh. Donc, c'est sa participation là. Au début, elle me disait ouais, mais Stéphane, t'es un peu trop musclé, c'est pas bien, il faut que tu perdes du poids. Aujourd'hui, elle me dit oui, il te manque un peu d'épaule, il faut peut-être que tu aies plus d'épaule pour la prochaine compétition. Elle me dit, J'adore. elle, elle me dit, il te faut plus d'épaules. Voilà, il te faut plus d'épaules. Elle va jusqu'à me dire qu'il me faut plus d'ischio pour être plus harmonieux sur scène. Parce Donc, c'est une perfectionniste, c'est une organisée, elle connaît la valeur du travail et elle te voit passionné. C'est ce que tu veux faire. Mais imagine si ta maman voyait que tu faisais juste la musculation et tu n'avais pas autre chose à faire, elle ne va pas vraiment être comme elle est maintenant. Elle sait que tu as ta musculation, tu as ton business, tu es super, super organisé. C'est pour ça qu'elle est en train de t'encourager de plus en plus, parce qu'elle sait que son fils ne va pas vraiment prendre le mauvais chemin. Il a choisi d'arrêter la musculation pour poursuivre son rêve et réussir dans un autre domaine et reprendre après sa musculation, parce que la musculation n'est pas aussi importante pour lui que sa vie. Tu vois ce que je veux dire? Certes, elle est importante pour la discipline et toutes les choses que tu es en train de faire, et ça t'aide beaucoup, mais tu es tellement passionné par la musculation que tu la critiques lorsque tu veux la faire comprendre aux gens. Tu vois ce que je veux dire? bien sûr, évidemment. Parce que tu l'adores, Oui. parce que c'est toi, c'est dans ton sang. Incroyable, incroyable. Ah, mais cette femme est juste, elle est juste incroyable. Vraiment, Stéphane, la vérité, je suis très, très fier de toi. Tu es Merci, incroyable comme personne. Ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir de parler avec toi. Et j'aimerais éventuellement te réinviter dans le futur ici avec moi. Et peut-être à Eusan, s'il décide de venir faire mes podcasts. Parce que je lui dis, tu viens dans mes podcasts. Ah là, je ne veux pas faire de podcast parce qu'on a parlé de tout. Je dis, arrête de faire le con. Donc, je vais l'inviter encore parce qu'il croit qu'on va parler de choses dont on a déjà parlé, alors que ce n'est pas le cas. Lorsque on est avec San, je parle comme je suis en train de parler avec toi et les gens adorent lorsqu'on est ensemble, lui et moi, parce qu'on parle de tout et tu sais comment qu'il est. Lorsque San est avec toi, il ramène la sérénité. C'est pour ça que tout le monde l'adore. Lorsqu'il ouvre ses vidéos, c'est bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui on va. Et les gens sont captivés par cette bienveillance, ce calme qu'il a. Chacun a un style pour faire les choses. Et lorsque je suis avec lui, je m'adapte à son style. Certes, dans mes vidéos, je le rends fou parce que j'adore le rendre fou. Je veux sortir les San qui est mon San. J'adore lui parler comme je lui parle et il sait comment répondre. Et j'adore passer du temps avec lui comme j'ai passé du temps avec toi et Max. Et je voulais vraiment, vraiment te remercier d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui. Et on fera encore plus. Pour toutes les personnes qui sont en train de regarder cette vidéo, je vous encourage à aller vous abonner à sa chaîne. Vous allez apprendre beaucoup de choses, à rentrer en contact avec lui sur Instagram. Je mettrai toutes tes coordonnées ici et continue à faire les choses que tu es en train de faire. Et j'espère te voir dans pas longtemps. OK? Avec grand plaisir, Diamo. Merci pour l'invitation et peut-être à l'occasion, on refera une séance d'entraînement. Ah ouais. Définitivement. Définitivement, je ferai une vidéo avec toi encore. Ça m'a fait vraiment plaisir de faire les vidéos
que j'ai fait avec toi. D'ailleurs, je vais mettre les liens au-dessous de ce podcast. Comme ça, les gens vont les voir et vraiment te découvrir encore plus et découvrir encore plus ton physique et comment que tu es. Alors, merci beaucoup. Et je te vois et je te parle dans pas longtemps. OK? Yes, Jamo, ça marche. Good. Bonne soirée à toi.